tenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les blancs qui vont nous y aider. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence, aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement, n'est-ce pas, et de somnambulisme. L'UNESCO avait demandé à chacun de fourbir ses armes, de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion fût concluante. Et vous voyez, tout est de cette veine. Par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il faut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, les voilà. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez-le demain. Mais même si on n'avait pas ceci, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence des théoriciens idéologues européens, qu'eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure, comme dans ce document, pour que vous puissiez vous faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut. À ce moment-là, la question que vous me posez, vous y avez répondu, parce que vous avez répondu par les actes à l'infériorité, donc vous avez en quelque sorte prouvé ou supposé l'infériorité du monde noir, puisque la vérité doit lui venir de l'autre camp. Il faut faire attention. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, mais je serais déçu. Que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle? Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Ce que j'ai dit un peu dans la préface de Obenga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie c'est fini. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveau-nés. Mais c'est là à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle, ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être, un être qui, abstraction faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience, on vous accorde l'égalité abstraite, mais
l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela les empêchait, les rendait aveugles, n'est-ce pas, pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Ou alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie justement d'antériorité où j'ai répondu aux critiques. J'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Alors donc ici le poids des arguments c'est du côté africain. Je regrette. Vous savez parfaitement que quand j'écrivais National, et bien après, 20 ans après, si on voulait faire une carrière universitaire normale, il ne fallait pas s'approcher de nous. Vous le saviez. Il ne fallait pas nous citer, etc. C'est en sachant tout cela aussi que j'ai pris mes responsabilités. Et vous aurez tous les éléments justement pour porter un jugement. Je savais parfaitement ce que je faisais. Pour moi, l'enjeu, c'était la prise de conscience de l'ensemble des générations africaines à venir, non pas sur la base du mensonge ou de l'idéologie, mais sur la base d'une vérité scientifique strictement retrouvée. Il vous appartient de voir si moi j'ai pris des libertés par rapport à cette vérité, n'est-ce pas? Si j'ai pris des libertés par rapport aux faits, avec le recul du temps, si aujourd'hui cette littérature impose du respect, c'est parce que, précisément, on s'est aperçu que contre toute attente, je n'ai pas été coupable d'un tel péché. C'était très facile à l'époque coloniale. Pour les théoriciens de salon du colonialisme de l'époque, des ethnologues que je ne veux pas citer, ça leur était très facile de tourner en dérision cette littérature naissante, devant des jeunes esprits en formation. L'inconsistance de la formation intellectuelle des générations africaines de l'époque ne permettait pas d'avoir une vue claire là-dessus, et c'était très facile de prendre les Africains de court et de les détourner de cette littérature, de les court-circuiter en quelque sorte, avec des menaces, n'est-ce pas, à peine voilées aussi. On vous disait, si vous suivez Cheikh Anta, eh bien, vous pouvez mettre une croix sur votre carrière. On vous menaçait de tous les poudres du monde, etc. Vous le saviez bien. Mais je savais aussi que la seule chose qui était importante, c'était de dégager cette vérité, parce que c'est ce qui permettrait de réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire pour rendre possible la recherche dans le domaine des sciences humaines. Méfiez-vous. Je vous dis, moi, que tant que vous n'aurez pas compris ce que j'ai dit cet après-midi, ce soir, et tant que vous n'aurez pas réévalué ces arguments pour réconcilier cette Afrique avec l'histoire, les recherches que vous faites en sciences humaines sont presque inutiles. Parce que je vous défie de bâtir un corps de sciences humaines, vous ne le pourrez pas. Même dans les domaines les plus futuristes, vous ne le pourrez pas. Les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines dans l'antiquité gréco-latine. Mon attitude n'est pas une attitude passéiste.
de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le déblaye tout simplement pour rendre possible l'édification d'un corps de sciences humaines. Lorsque pour la première fois je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique, je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on fausse même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu, qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. De pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce que il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de Rivet qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sommes venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'était les pygmées. Le noir a devancé le blanc est venu, s'il est plus fort, il évince le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des dates qui apparaissaient comme des contes d'épiciers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, c'était, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des Noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. En tout cas, vous pouvez remonter, vous, en ce qui vous concerne, jusqu'aux racines de la philosophie africaine. Je vous invite à étudier la cosmogonie héliopolitaine. Je l'ai décrite d'ailleurs brièvement dans Civilisation ou Barbarie. Vous y trouverez les prémices. Vous commencerez à vous faire une idée de la consistance de la pensée de vos ancêtres de la vallée du Nil qui étaient noirs comme vous, ici. Si c'était cela, si ce n'était pas cela des arguments, c'est la preuve que, vous voyez, on a presque le cerveau vidé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça l'aliénation. Parce que vous demandez, que valent donc ces arguments-là? Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites, que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nil, où vous trouverez justement cette civilisation qui est discutée, ces agents qui se sont représentés plus noirs que vous-même. Mais déjà, vous avez les œillères de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça la cécité intellectuelle. Vous comprenez? Où est la raison dans cette éducation? Où est la raison? Où est le développement du sens critique dans cette éducation? Voilà le danger contre lequel nous devons vous prémunir. Il faut que votre cerveau fonctionne. Je disais encore hier et je le répéterai demain, que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Et cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle de l'individu. Voilà le but que vise mon enseignement en tout cas. Et si je ne l'atteins pas, c'est bien regrettable.